Bonjour, je m'appelle Michael Moïse. L'agent J m'a demandé de m'adresser à vous en tant qu'avocat, donc je le fais avec plaisir aujourd'hui par internet. On n'arrête pas le progrès. Donc je suis avocat à Jérusalem depuis 1997 et je suis spécialisé dans le domaine civil et commercial, à savoir les contrats immobiliers, les sociétés et tout ce qui concerne le business, les contrats d'affaires. Aussi, en plus de ça, tout ce qui concerne les successions et les histoires entre guillemets de famille. On m'a demandé de m'adresser à vous particulièrement aujourd'hui en ce qui concerne le droit immobilier. Donc je vais vous parler des éléments, on va dire, fondamentaux, basiques, de certains contrats qui pourraient être d'actualité pour vous, à savoir l'achat d'appartements, la vente d'appartements et la location d'appartements. On va commencer donc par l'achat d'appartements. La première chose à faire pour acheter un appartement, et c'est valable également dans les autres contrats, c'est de s'adresser à des professionnels. D'expérience, vous avez probablement entendu parler de ça autour de vous ou de par vos connaissances. Ces dernières années, et on peut remonter assez loin, il y a eu beaucoup de personnes de France et d'ailleurs qui se sont faites arnaquer par des Israéliens parce qu'ils n'avaient pas pris d'avocat qui avait pu faire les vérifications d'usage et nécessaires pour que vos droits soient protégés. Donc c'est une nécessité, toujours prendre un avocat pour quel acte que vous fassiez dans le domaine de l'immobilier, qu'on achète, qu'on vende ou qu'on loue. En ce qui concerne l'achat, ce qu'il faut vérifier bien entendu, c'est les droits, l'inscription des droits. Sont-ils bien au nom du vendeur? On doit vérifier également, et ça c'est aussi le domaine de l'avocat, si l'appartement est grévé par une éventuelle hypothèque, ou par des saisies, ou par quelques points négatifs qu'il pourrait y avoir sur l'inscription du bien. Un autre point qui est essentiel aujourd'hui à vérifier, et qui n'est pas directement du domaine de l'avocat, mais tout avocat qui se respecte vous en fera part, c'est ce qu'on appelle le domaine urbanistique, à savoir l'obligation pour vous de vérifier l'état urbanistique de l'appartement. Concrètement, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous voyez un appartement, on va dire il fait 100 mètres carrés, mais en fait, d'après le permis de construire qui a été validé par la mairie et par la commission locale d'urbanisme, cet appartement ne fait que 80 mètres carrés. Donc, il y a forcément eu des travaux, des rajouts, des terrasses qui ont été fermées, c'est un sport national en Israël, donc il est très important pour vous de le savoir. Il faut que vous sachiez ce que vous achetez. Si c'est légal, tout va bien, vous avez fait vérifier ça par un expert ou par un architecte qui va en fait comparer les plans existants et validés à la mairie ou aux commissions d'urbanisme et la situation concrète de l'appartement. Il vous donne en fait une expertise et il vous dit quelle est la situation en ayant comparé ces deux situations. Ensuite, à vous de juger, en fonction des circonstances, en fonction des risques que vous pouvez évaluer avec votre avocat, si effectivement vous pouvez acheter, même si tout n'est pas permis. Parce que dans beaucoup de cas, en fait, ce qui a été construit et qui n'a pas été validé peut être problématique, mais d'un autre côté, on peut prendre un certain risque en se disant que on ne va pas venir vous embêter. Donc ça, c'est aussi un point qu'il est nécessaire de valider. Il y a un autre point qui est très important en termes d'inscription. Ce qu'il faut savoir en Israël, c'est qu'en fonction du type d'achat que vous allez réaliser, vous allez acheter un bien qui peut être inscrit au cadastre, ce qui est la situation, on va dire, idéale, mais le bien peut être inscrit également au Minal Mekarkei Israël, qui est en fait l'organisme d'État qui gère les terres en fait, gouvernementales d'État du pays, et qui sont cédées à des promoteurs qui sont chargés en contrepartie de les construire, de les faire fructifier, si vous voulez. Et il y a encore des troisièmes possibilités qui sont des inscriptions qui sont ni au cadastre ni au Minal et qui sont des inscriptions un peu particulières. On ne va pas rentrer dans le détail aujourd'hui, mais c'est très important de valider avec l'avocat que l'inscription elle est conforme, que ce soit dans un des trois cas dont nous avons parlé. L'autre point qui est essentiel, c'est l'échéancier. Et là, on peut partager les cas en deux cas, on va dire, principaux. Après, on parlera d'un troisième cas. Il y a le cas, on va dire, standard, qui est l'achat d'un appartement de seconde main, donc déjà existant, déjà construit, auquel cas on est sur un marché libre. Vous fixez le prix de manière libre, vous fixez la date de remise des clés, et donc en fait ça peut être très très souple. Vous pouvez avoir un échéancier qui va s'étaler sur 2 jours, ou qui va s'étaler sur 1 an. Vous pouvez avoir une remise des clés qui va être à terme, à 1 mois, 15 jours, aussi 1 an. Mais ce qui est important, c'est que tout soit fait de manière proportionnelle. C'est-à-dire que si vous payez le solde définitif, par exemple à 6 mois, vous recevez les clés à 6 mois. Le dernier paiement est forcément concomitant avec la remise des clés, c'est un point essentiel. Sinon, après, vous avez un risque, si vous avez payé l'argent et vous n'avez pas reçu les clés, vous avez un risque de ne pas recevoir directement les clés et ça peut être très très problématique en Israël. Ça, c'est aussi important. En fait, on arrange son échéancier en fonction des facultés et des dispositions que vous avez, vous, en termes d'argent, et le vendeur en fonction de ses nécessités, sachant que souvent, lui aussi, achète un nouvel appartement, donc il y a des fonds dont il a besoin tout au long de la période. Mais disons que ce que je veux vous faire
comprendre, c'est qu'il n'y a pas de loi précise dans la matière. C'est pas tout à fait comme en France. C'est-à-dire que ça se négocie. Le standard, c'est de payer, on va dire, 20-25% en moyenne à la signature, et de payer, on va dire, 20% à la fin. Au milieu, tout se négocie. Bien sûr, si vous payez 90% au bout d'un mois et que vous avez les clés au bout d'un an, à savoir qu'il y a encore 10% au solde, ça paraît un peu déséquilibré. Éventuellement, ça peut se faire si ça arrange tout le monde, mais disons que ça n'est pas la norme. Quand vous achetez, par exemple, d'un promoteur, dans ce qu'on appelle un cablan, le système va être tout à fait différent. D'abord au niveau juridique, je ne vais pas rentrer maintenant dans les détails, mais là, vous allez avoir deux possibilités, en fait, de négociation par rapport au promoteur. Ou vous allez payer en fonction de l'avancement des travaux, ce qui est une protection importante par rapport à la bonne fin du projet, ou vous allez recevoir ce qu'on appelle des garanties bancaires. Vous allez payer en fonction d'un échéancier préétabli, et contre chaque paiement, vous allez avoir des garanties bancaires. Le problème avec ça, c'est que vous vous trouvez parfois dans des situations où vous avez payé des sommes importantes, un pourcentage élevé de l'appartement, vous arrivez en fait avec encore 10% à payer à la fin, vous avez les garanties bancaires certes, donc votre argent est protégé, mais le projet a pris du retard, donc vous avez immobilisé 90% de l'argent, et vous avez 1 an ou 2 ans où votre argent ne travaille pas pour vous. Donc ça aussi, c'est des points à vérifier avec l'avocat et à négocier avant la signature du contrat. Puisqu'en fait aussi, il y a un point essentiel qui est différent de la situation en France. Ici, quand vous n'avez pas l'équivalent en fait de promesse de vente et de contrat définitif. Le contrat que vous le signez et il vous engage. Une fois que c'est signé, pas de retour possible. Ensuite, cela signifie, c'est très important à comprendre, que vous devez avoir, si vous financez votre bien, l'accord préalable de la banque sur l'hypothèque et sur l'emprunt que vous allez faire. À partir du moment où vous avez signé le contrat, si vous avez 50%, 60%, 70% de vos fonds en fonds propres, ça n'est pas suffisant. Il faut prendre en considération, si vous avez l'intention de le financer par une banque, il faut avoir cet argent déjà de principe autorisé par la banque. Ça aussi, l'avocat peut vous aider en la matière, parce que nous avons une certaine expérience de ce domaine, mais c'est très important de comprendre qu'on ne peut pas s'engager si on n'a pas une certitude sur le fait de recevoir tous les fonds qui sont nécessaires. Un deuxième cas, après avoir parlé des contrats d'achat, évidemment, c'est les contrats de vente. Le contrat de vente, en fait, de votre point de vue, en tant que vendeur, c'est moins dangereux, dans la mesure où l'appartement est à vous, et celui qui est plus en danger quelque part, c'est l'acheteur. Donc c'est plus délicat. Toutes les vérifications en fait dont on a parlé dans notre partie sur les contrats d'achat, en fait elles sont du domaine de l'acheteur. Vous devez être juste bien représenté, vérifier effectivement que vous ne donnez les clés que quand tout a été payé et que les conditions contractuelles vous permettent d'être tranquille, recevoir les fonds en temps et en heure, être payé comme il faut, etc., etc. Ce qui est important quand vous êtes vendeur aussi, c'est de vendre le bien as is. C'est-à-dire que si vous êtes dans une situation où vous savez que vous avez fait des choses qui ne sont pas forcément légales, à la charge de l'acheteur de vérifier, et il doit lui se faire fort d'accepter la situation juridique telle qu'elle est. Parce que sinon, on rentre dans des problèmes potentiels futurs qui sont ensuite très difficilement gérables. Imaginez, vous avez vendu un bien avec une terrasse que vous avez fermée, vous l'avez déclaré à l'acheteur, mais l'acheteur, en fait, une fois qu'il a acheté 6 mois, 1 an après, on lui fait détruire par intervention de la mairie, il est possible qu'il se retourne vers vous, et alors après, c'est une histoire un peu compliquée, puisque vous, en fait, vous avez vendu, vous pensez être sorti de l'histoire, et il se trouve que par l'intervention de la mairie, l'acheteur va pouvoir éventuellement se retourner vers vous. Donc, il est essentiel de fermer dans votre contrat de vente que vous vendez as is, telle qu'elle. La situation existante, c'est celle que vous vendez. Vous déclarez tout, vous dites la situation elle est telle que je vous l'ai décrite dans le contrat. Je ne m'engage à rien sur le fait que la situation de l'appartement aujourd'hui soit cachère ou pas cachère au niveau urbanistique. C'est quelque chose qui est essentiel. Le troisième point important dont nous allons parler, c'est les contrats de location. Et là, effectivement, il y a 2 pans différents. On va commencer par le plus simple, même si je pense a priori que ce n'est pas ce qui vous intéresse le plus, c'est quand vous avez un appartement qui est en votre possession et vous le louez à un tiers, qui va donc vous payer une location. Là, il est essentiel de prendre des garanties. C'est-à-dire que malheureusement, en Israël, de temps en temps, comme en France, on a des locataires qui viennent, qui payent le premier mois, ensuite, plus rien, les chèques reviennent à payer, on n'a pas qui attraper, et vous pouvez perdre de l'argent. Vous pouvez entamer aussi des procédures pour le faire sortir de votre bien, mais c'est des situations qui ne sont pas agréables et qu'on souhaite bien évidemment éviter. Alors, déjà pour vous rassurer, le droit de la location en France est beaucoup moins à l'avantage du locataire qu'en France. Donc ici, quand vous avez une procédure contre un locataire, vous n'êtes pas bloqué pendant la moitié de l'année parce que c'est l'hiver,
et j'en passe, etc. Donc vous pouvez le sortir, mais ça coûte quand même de l'argent et c'est un peu compliqué. Donc la base, quand vous louez un appartement à un tiers, c'est qu'il vous donne les garanties nécessaires. Les meilleures garanties possibles, c'est de l'argent déposé sur le compte séquestre de l'avocat, ou même de l'argent déposé en avance chez vous, ou des garanties bancaires. Bien sûr, on peut aussi avoir des garanties personnelles de certaines personnes, auquel cas il faut vérifier à leurs entrées, on peut avoir aussi des chèques de garantie, et tout ça forme en fait un ensemble qui vous permet de voir en gros la solvabilité et les garanties que peuvent vous donner le locataire. Maintenant, vous, quand vous louez un appartement, il est essentiel de vérifier évidemment que le propriétaire est bien le propriétaire des biens, pas qu'on ait des mauvaises surprises de ce point de vue-là. Il faut aussi bien vérifier l'appartement, à savoir qu'il est en bon état, ou en fait il est dans un état qui vous convient, et ensuite procéder à un contrat en ayant négocié les conditions de paiement. Est-ce que vous payez tous les mois, est-ce que vous payez tous les 2 mois, est-ce que vous payez tous les 3 mois. Et donc là, si vous êtes aussi représenté par un avocat, théoriquement, il pourra vous donner tous les éléments qui sont nécessaires. Mais en tout cas, dans le cas d'une location, les risques évidemment sont moins grands que dans le cas d'un achat, mais il n'empêche, il faut vraiment aussi vérifier et voir que nous n'avons pas affaire à des gens mal intentionnés qui peuvent parfois vous louer des appartements qui ne sont pas reliés à l'électricité ou qui ne sont pas reconnus par la mairie au niveau urbanistique, dans la manière dans laquelle ils ont été construits, et après la mairie peut venir vous faire des problèmes, et je ne vous parle pas de ne pas avoir d'électricité ou de ne pas avoir d'eau. Donc, tous ces points sont des points essentiels à vérifier, et il faut donc s'entourer de professionnels, d'avocats, pour être tranquille et pouvoir dormir sur ses 2 oreilles. Je vous remercie de votre attention. Si vous avez quelques questions, n'hésitez pas à me joindre. Donc mon nom c'est Michael Moïse, je vous donne mon mail, Michael, M-I-C-H-A-E-L, M comme Moïse, Strudel, M-T comme table, H, le tiré du milieu, low, L-A-W.net. Je voudrais également vous parler de ce qui concerne la fiscalité et des frais que vous allez avoir quand vous achetez un appartement. Aujourd'hui, la fiscalité a changé, il y a eu des réformes ces dernières années qui font que malheureusement pour les étrangers, la fiscalité est devenue lourde. Il y a quelques années encore, on pouvait bénéficier, quand on achetait son premier appartement en tant qu'étranger, de tranches qui étaient favorables et qui étaient en fait les mêmes que les tranches dont bénéficiaient les Israéliens quand ils achetaient leur premier appartement, ce qu'on pourrait appeler l'équivalent d'un appartement d'habitation. Aujourd'hui, malheureusement, ces facilités, ces exemptions ont été annulées. Quand vous venez en tant qu'étranger et que vous achetez un appartement, vous payez 8% d'impôt sur la somme de votre achat, directement, du premier shekel au dernier shekel. Bien entendu, quand vous êtes étranger. C'est-à-dire que si vous êtes israélien, mais que vous résidez en France en termes de fiscalité, vous êtes résident fiscal français, vous ne pouvez bénéficier des exemptions. Donc vous pouvez bénéficier d'une exemption et de payer donc moins de ces 8% dans 2 cas de figure. Premièrement, vous êtes israélien, que vous êtes israélien récemment ou depuis un certain temps, et vous êtes résident fiscal israélien, à savoir vous vivez en Israël plus de 6 mois par an. Auquel cas, si c'est votre premier appartement, vous pourrez bénéficier des tranches avantageuses réservées aux Israéliens, à savoir 0,5% jusqu'à à peu près 1 720 000 shekels, et au-delà, on passe à 5%. Donc la différence, elle est assez énorme. Si vous prenez un appartement moyen de 2 millions, 3 millions de shekels, vous voyez que si vous payez 8% sur la totalité de la somme, ou 0,5 sur 1 720 000 et ensuite 5%, le différentiel est énorme. Donc ça vaut le coup d'être résident israélien, mais ça n'est pas quelque chose qu'on peut faire à la légère. Il faut s'organiser à l'avance, faire son alia et s'installer ici, de manière à pouvoir bénéficier de ces exemptions. Sachant que maintenant les autorités fiscales israéliennes sont beaucoup plus enclines à vérifier ce qui peut être vrai, ce qui peut être pas vrai. Donc prendre le risque de faire une déclaration, on va dire, inexacte n'est pas valable. C'est trop dangereux pour vous faire regresser après, c'est pas la peine. Le deuxième cas, vous pouvez bénéficier d'une exemption qui est de 0,5% sur une somme plus importante de la somme, c'est le cas où vous faites votre alia. Donc vous êtes Olé Khadash, vous avez une exemption spécifique en tant qu'Olé Khadash, qui est à différencier de la première exemption dont je vous ai parlé à l'instant, qui est l'exemption en fait de premier appartement. L'exemption Olé Khadash, elle est valable 7 ans après votre alia et 1 an après votre alia. C'est-à-dire que si aujourd'hui, par exemple, vous achetez un appartement, vous payez les impôts à 8%, vous faites votre alia dans 6 mois et vous êtes donc résident à partir de dans 6 mois, vous êtes en mesure de demander rétroactivement qu'on vous rétrocède, qu'on vous rembourse l'impôt que vous avez payé à hauteur de 8%, de manière à ce que vous ne payez en fait que l'impôt conformément à l'exemption qui est accordée aux Olim Khadashim. Évidemment, ces éléments sont à vérifier et approfondir en fonction de chaque cas. J'ajoute aussi, c'est important pour que vous puissiez prévoir les frais. En général, quand vous achetez un appartement par intermédiaire d'un agent immobilier,
le tarif légal est de 2% plus TVA. C'est négociable, mais faites très attention puisque théoriquement, l'agent immobilier est obligé de vous faire signer sur un papier qui est en fait un engagement de sa part et de votre part concernant les appartements qu'il va vous faire visiter et dans lequel, par votre signature, vous vous engagez à payer 2% plus TVA, ce qui est 18% aujourd'hui, 17% pardon, sur la somme de l'achat de l'appartement. Donc dès le moment où vous visitez un appartement, vous êtes obligé de signer ce papier et vous êtes donc obligé dès ce moment-là de négocier les émoluments que vous souhaitez payer à l'agent immobilier. Si vous ne négociez pas et si vous signez ce document, la somme qui pourra être exigée de la part de l'agent immobilier est de 2% plus TVA. Concernant les honoraires d'avocat, ils sont assez variables. Disons que le tarif, on va dire standard de base, c'est 1% plus TVA. Il y en a qui prennent plus, il y en a qui prennent moins, mais le tarif, on va dire, le plus accepté dans le marché, c'est 1% plus TVA. Ça, c'est tout ce qui concerne l'achat. Concernant la vente d'un appartement, au niveau des impôts, ça a beaucoup changé également. Aujourd'hui, vous êtes censé payer un impôt sur la plus-value, alors qu'à l'époque, vous pouviez bénéficier des mêmes exemptions que les Israéliens. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On peut essayer de trouver des arrangements et certaines lois et amendements à ces lois qui permettent d'avoir des avantages sur certains appartements, mais prenez en considération que dans le pire des cas, vous serez imposé à hauteur de 25% sur la plus-value que vous avez faite. Maintenant, d'un autre côté, il faut savoir qu'en Israël, vous pouvez rentrer énormément de déductions sur cette plus-value, une partie de l'inflation, les frais d'enregistrement que vous avez payés à la signature, les frais d'avocat et les frais d'agent immobilier, et éventuellement également une partie des frais que vous aurez pu engager pour l'embellissement de votre appartement. Donc même si a priori, quand on entend 25% de la plus-value, on a l'impression que ça va faire beaucoup d'argent, dans beaucoup de cas, c'est une somme qui reste relativement mesurée et modeste, dans la mesure où il y a beaucoup de déductions possibles. Dans le cas de la vente, en général aussi l'avocat prend 1% de la TVA et l'agent immobilier prend également 2% plus TVA, sauf si vous avez réussi à négocier avec lui des tarifs plus avantageux. Merci de votre attention. Batzlacha.